Voilà, nous continuons avec notre réponse. Nous venons de dire que nous allons répondre aux déclarations qui ont été présentées la fois passée dans notre dernière vidéo. Et nous avons juste défini la région qu'on appelle les Bushi, qui avait été attaquée par M. le roi Bugiri. Il avait effectué 5 expéditions là-bas, il a perdu. Donc il n'avait pas réussi à annexer les Bushi. Encore moins, comment annexer le sud du Bushi alors qu'il n'a pas réussi le Bushi lui-même. Donc c'est une question qui est impossible à répondre puisqu'il n'y a pas une trace de roi Bugiri ni de son père Rogera dans la partie sud du Bushi. Et les ressources que M. David Nyobori a utilisées, ce sont les sources qu'il a tirées des recherches de M. l'historien rwandais Alexis Kagame. Et si Alexis Kagame était capable de donner l'histoire des expéditions militaires du roi Rwabugiri dans les Bushi, il était aussi objectivement capable de mentionner, même en passant, que Rwabugiri avait aussi mis ses pieds dans les territoires actuels d'Uvira ou de Bafulero et de Bavira, dans les territoires du Mwenga, dans les territoires de Babembe, et encore moins dans les territoires de Viura, dans les Chaba. Mais Alexis Kagame, qui est la source de M. David Nyobori, ne mentionne rien de la présence de Rwabugiri, ou des militaires, ou des héros militaires, ou des guerriers du royaume central du Rwanda dans les territoires actuels de Bavira, de Bafulero, de Babembe et de Bashi. Ainsi donc, il est impossible. Il est même, ça nous rend malade quand nous apprenons que les Banyarwanda sont en train de réclamer des terres qui ne leur appartiennent pas. Et ils pensent que c'est seulement en République démocratique du Congo qu'il existe des indigènes ou des autochtones. Ici même, là où dans ces pays, les États-Unis, là où ils vivent, les Banyarwanda qui viennent du Congo, ils vivent dans l'État de Texas, ils vivent dans l'État de l'Indiana, ils vivent dans l'État de Arizona. À Arizona, par exemple, actuellement, là où ils vivent, dans la ville de Tucson ou la ville de Phoenix, il existe, c'est un territoire des indigènes américains. Les Pasquayaki, ce sont les autochtones, les indigènes autochtones de ces endroits-là où ils vivent. Mais ils ne peuvent pas réclamer qu'ils sont devenus des Pasquayaki. Dans l'État d'Indiana, il y a des indigènes autochtones qui sont les propriétaires de la ville d'Indianapolis, là où il y a un groupement de Banyarwanda qui vivent là-bas. Les propriétaires de cette ville, les anciens propriétaires qui vivent encore aujourd'hui, qui sont encore là présents aujourd'hui, les Miami, les Delaware, les Potawatomi, ce sont les indigènes autochtones de Indianapolis, dans l'État d'Indiana, ici aux États-Unis. Ici au Texas, là où les députés Ronnie Jackson, sa circonscription, il y a une communauté de Banyarwanda venue du Congo là-bas. À Amarillo, là où ils vivent, c'est un fief des indigènes autochtones qu'on appelle les Comanches, les Apaches, les Kiowa et les Arapaho. Qui parmi les Américains, que vous soyez un nouveau-né ou naturalisé, peut réclamer ces droits autochtones? Les Banyarwanda, les Congolais, les Burundais, les Tchadiens, les Européens ne peuvent pas réclamer ces droits-là autochtones puisque c'est une terre qui appartient aux autochtones indiens, américains. Mais là, cela n'empêche qu'il y a des Américains qui sont venus d'autres pays, mais qui sont des Américains au même titre que les Arapaho, les Apaches, les Comanches. Mais il y a un droit qui est inaliénable, qui ne peut pas être partagé, les droits à la terre. Tout le monde peut vivre sur cette terre-là qu'on appelle Amarillo, qu'on appelle Tucson ou Phoenix ou Indianapolis. Les gens peuvent vivre là-bas.
Mais il y a des personnes qui sont originaires de là-bas. Alors quand les Banyarwanda se réveillent le matin, ils disent que voilà, nous sommes des Moulengues. Alors que les propriétaires des Moulengues sont là. Et ils veulent que les propriétaires des Moulengues se taisent. Alors, notre réponse, comme nous avons dit, porte sur 4 ressources. Les 2 premières ressources, c'est les 2 constitutions que nous allons considérer ici. La constitution de 1964, qu'on appelle la constitution de Luabo, et la constitution de 2011. Dans la constitution de 1964, l'article 6 de la partie ou du titre nationalité lit ceci. Et là, 2 paragraphes ou 2 alinéas. Alinéa premier lit, il existe une seule nationalité congolaise. Alinéa 2, elle est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des descendants ou est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie du tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. Et alinéa 3, toutefois, celles des personnes visées à l'alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère à la date de l'entrée en vigueur de la présente constitution n'acquièrent la nationalité congolaise que si elle les réclame par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et que si du fait de cette déclaration, elles perdent la nationalité étrangère. Donc, nous pouvons tirer de ces 3 alinéas ici des conclusions. D'abord, sur la base des écrits et des documents coloniaux, il existait des populations dont les tribus d'appartenance peut être tracées au Banyarwanda dans l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire avant 1908. Mais la tribu Banyarwanda, c'est elle qu'on peut considérer. On ne peut pas considérer une tribu Tutsi ou une tribu Banyamulenge puisque ces tribus-là n'existaient pas. Donc, nous pouvons comprendre qu'il existait des populations de tribus Banyarwanda sur les sols de l'Eïsé, comme nous allons le voir et comme nous l'avons vu dans les documents de Pelchin, les documents de George West. Nous avons montré ça et nous avons démontré ça. Mais c'est quoi ce que cette constitution veut nous enseigner? La constitution veut nous enseigner que les Congolais ou les personnes ou les tribus qui étaient sur ces sols, que les sols qui est devenu le Congo, sont devenus des Congolais. Ce qui veut dire que les personnes qui étaient sur ces sols-là n'étaient pas des Congolais, puisqu'il n'existe pas, il n'a jamais existé un Congo ou des peuples congolais avant 1908. Il n'a jamais existé une langue qu'on appelle une langue congolaise avant 1908. Les peuples qui existaient sur les sols, sur la terre, qui est devenu le Congo ou le Congo belge, étaient des peuples indépendants, avec des territoires indépendants, des royaumes indépendants, avec des nationalités indépendantes. Ce sont toutes ces nationalités qui sont devenues une seule nationalité qu'on appelle, dans cette constitution, la constitution de 1964. Ce qui n'est pas à confondre avec la constitution de 2011. La constitution de 2011 donne un ajout, donne une explication à ceux qui deviendront des Congolais, que vous ne devez pas oublier qu'il a existé des nationalités particulières avant 1908. Et ce sont ces nationalités-là qui sont des Congolais d'origine. Mais ces Congolais d'origine remplissent des conditions. Les personnes et les territoires. C'est ce que nous allons lire ici dans la Constitution de 2011. La Constitution de 2011 définit à son article 10 qui sont les Congolais d'origine, qui n'est pas à confondre avec les Congolais
La nationalité congolaise est une nationalité civique, alors que la nationalité d'origine est une nationalité ethnique. Ce sont des nationalités qui ont existé avant le Congo. Chaque royaume avait une nationalité ou constituait une nationalité propre, avec un président ou un roi, avec une terre avec ses frontières, avec une structure militaire, judiciaire, religieuse, avec une langue, avec une armée. À travers tous les territoires du Congo aujourd'hui, il existe encore les structures anciennes de ce peuple qu'on appelle les tribus. Mais ces tribus remplissaient les deux conditions, la terre ou les territoires et le peuple. Et c'est ce que la Constitution de 2011 définit ici, à son article 10, qui lit, je cite, « Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires. » Les territoires est au singulier, mais les personnes sont au pluriel. Ce sont les deux conditions qui constituent ou qui définissent un Congolais d'origine. Le peuple et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique à l'indépendance. L'article 6 de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 est le parent de la Constitution de 2011. En d'autres mots, c'est que cette Constitution ici est en train de nous dire, que il y avait des nationalités particulières dans l'EIC. L'État indépendant du Congo est une constitution, est un regroupement de nationalités, des États indépendants, avec un roi, un territoire bien limité géographiquement, avec des frontières, une structure militaire, judiciaire, sociale, économique, bien précis. Et si les Banyarwanda étaient là, ils étaient là comme des peuples, des immigrés, sans territoire. Ils étaient là sans territoire, puisque leur territoire était au Rwanda, qu'on appelait les rois du Rwanda, c'est pourquoi ils sont des Banyarwanda, ou des Rwanda, comme des Pelchiens et George Weah les appelle. Les Rwanda veut dire les Banyarwanda. Alors les Banyarwanda, il n'existait pas un Rwanda dans l'EIC. Mais il existait un Rwanda à l'est de la rivière Ruzizi, à l'est du lac Tanganyika, avec le Burundi bien sûr, et à l'est du lac Tanganyika. Les rois des Banyarwanda, ils ont la liste, mais cette liste, ils n'ont jamais montré qu'il y a un roi qui a eu un palais royal dans les Bouvira, dans les Fiji, dans les Boubembe, dans les Mwenga. Il n'y a aucun roi. Mais le peuple était là. Mais puisqu'ils ne remplissent pas l'autre condition, la deuxième partie de la condition, le peuple et le territoire, alors ils ne sont pas des Congolais d'origine. D'ailleurs, pour compléter ça, George Weah et des Pelchiens disent clairement que les Banyarwanda n'ont jamais eu une terre. C'est tous les Banyarwanda qui réclament, qui sont maintenant des Moulengue, qui est un village dans le groupement de Kigoma, dans la chefferie de Bafuliru. Maintenant, ils réclament Bijombo, qui est un village dans le groupement de Bijombo, de la chefferie de Bavira, ou le pays d'Ouvira, comme le dit M. Georges de Pelchin. Maintenant, ils réclament Minembwe, qui est un village dans la zone de Fizi. Ils réclament Itombwe, ils réclament Viura, Oshaba. Mais quel est ce peuple au monde qui peut avoir 4 territoires sans un cours royal? Où se trouve les cours royaux? Où se trouve les palais royaux de les rois? Mais ils sont dans chaque territoire, mais ils réclament
qu'ils sont des peuples autochtones de ces endroits. Alors que les peuples autochtones que nous connaissons dans la RDC possèdent un palais royal, possèdent un fief, possèdent un totem. Il y a la succession des rois. Il y a même une communauté, une organisation des rois du Congo aujourd'hui, en République démocratique du Congo. Alors, George West, ils nous disent ici, dans les pays d'Uvira, qu'il appelle les pays d'Uvira, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, à la page 110 de son livre, entre la page 110 et la page 114, je me vois vite ici ce qu'il dit. À la page 110 jusqu'à la page 113, George West montre la carte politique et ethnique de la chefferie ou les pays d'Uvira. Elle montre que la chefferie d'Uvira a une superficie de 1200 km². Il dit que la chefferie d'Uvira a 6 groupements. Et chaque groupement a des villages. Et il montre dans cette carte-là, à la page 110, où se trouvent les villages de Banyarwanda qu'il appelle les Rwanda, dans chaque groupement. Et chaque groupement est dirigé par un fils du clan Nyalenge qui appartient au clan du roi de la chefferie. Et la chefferie, dans l'État indépendant du Congo, avant l'État indépendant du Congo, c'est un État avec une nationalité propre, avec une structure politique militaire propre, avec une langue propre. Et ces États sont encore là, c'est pourquoi ils sont reconnus dans les constitutions de la RDC. Les droits coutumiers reconnus. D'où est venu les droits coutumiers s'il n'existe pas de coutumes? Et il ne peut pas avoir de coutumes sans un roi. Il ne peut pas avoir de coutumes sans tradition et mœurs. Il ne peut pas avoir de coutumes sans tribu, sans peuple. Dans les mêmes pages, George West cite les groupements, les 6 groupements. Il dit même les villages rwandais mobiles sur les hauts versants, peuplement très récent et mal fixé sur les plateaux. Les villages rwandais mobiles sur les hauts versants, peuplement très récent et mal fixé sur les plateaux. Et il cite maintenant les groupements de Bavira, les groupements Kakamba, Kamba Makobola avec un village, les groupements Ouseni comprend 16 villages, les groupements Rali avec 5 villages, les groupements Ruharura avec 6 villages, les groupements Kituka Bahuga avec 8 villages et les groupements Rwekenya avec 18 villages. Dans son livre, Les pays d'Uvira, études de géographie régionale sur les bordures occidentales du lac Tanganyika. Académie royale des sciences coloniales, tome 8, fascicule 5, Bruxelles, publié en 1959. C'est un travail de 5 ans. Il a été sur le terrain, il a étudié les pays qu'il appelle les pays d'Uvira, il a étudié les populations qui y vivaient, y compris les Banyarwanda. Il a eu des entrevues, il a interviewé les Banyarwanda, il a interviewé les Bavira, les Babembe, les Bashi, les Barundi, qui restaient dans ce temps-là, dans les années 50-60, dans la plaine de la Ruzizi. Il les a interviewés, et les interviews sont là. Est-ce que vous pensez que si les Banyarwanda qui vivaient dans cette période de l'étude de West, si ces gens-là n'ont pas dit à West que nos parents nous avaient enseigné, nos grands-parents nous avaient enseigné, nos arrière-grands-parents nous avaient dit que ici, notre premier roi était ceci et s'appelait comme ça. Vous ne pensez pas que George West allait mettre les noms de ces rois-là dans ses études? Certainement, je crois qu'il allait mettre les noms de ces rois Munyarwanda
qui vivaient dans cette partie de la région. Et il termine en disant que les Banyarwanda ou Rwanda, au temps de son étude, vivaient dans les villages de Kishembwe, dans le groupement de Rali. Les Banyarwanda vivaient dans le village de Mnanira, dans le groupement de Bahuga. Les Banyarwanda vivaient dans le village de Galié, dans le groupement de Rwekenya. Et les chefs de groupement étaient différents des chefs de village, étaient différents des capitas. Les chefs de village sont des capitas, mais les chefs de groupement viennent, sortent du clan du roi. Comme ça se faisait même au Rwanda. Les chefs de collines appartenaient au clan Nyiginya, puisque ce sont les proches du roi. Et les groupements au Congo, ou plus particulièrement dans l'Ouvira, dans les Bavira, dans les Bavira, les chefs de groupement appartiennent au clan du roi. Chez les Bafuliru, le roi est du clan Bahamba. Et les 6 groupements ou 5 qui existent là-bas, ils sont contrôlés par les enfants ou les relatifs ou les membres du clan du roi. Dans l'Ouvira ou dans les pays d'Ouvira, chez les Bavira, c'est la même chose. Les chefs de groupement sont toujours et ont été toujours les enfants ou les relatifs, les membres de famille du clan du roi, qui est les clans Banyalenge. Non Banyamulenge, mais Banyalenge. Monsieur Jean-Jacques de Pelchin, du père belge de la mère Toussi du Burundi, il a écrit dans son mémoire de fin d'études de l'université Berkeley en Californie, à la page 32, il a écrit, je cite, « Les Rwandais ont émigré du Rwanda pendant le règne du roi Rwabugiri, qui a régné entre 1855 et 1895. Administrativement, les Rwandais n'ont pas une chefferie propre à eux. Ils vivent dans les chefferies Fuliru et Vira. » Vous pouvez trouver ça à la page 32 de son mémoire Pre-Capitalism to Imperialism, A History of Social and Economic Formation in Eastern Zaire. Uvira Zone, 1800 to 1965. 1974. L'année de la publication, 1974. Si les recherches dans ces 2 territoires qui sont réclamés aujourd'hui par les Banyarwanda qui sont établis au site Kivu. Ils réclament les territoires d'Ouvira, ils réclament les territoires de Fizi, les territoires de Mwenga. Mais voilà les études sur le terrain. 5 ans d'études pour Ouest, 2 ans ou 1 année plus tard par M. Despelchin, 20 ans après George West. George West a fait ses études des terrains en 1954 jusqu'en 1959, l'année de la publication de son livre, Le Pays d'Ouvira. Et 20 ans plus tard, Despelchin vient en 1974, il fait aussi l'étude de même population, qui sont ses oncles. Et il copie le travail de George West, il écoute, il fait l'interview avec les Banyarwanda, il fait l'interview avec les Bavira, les Bafulero, les Babembe et les Bashi. Il met dans son mémoire le travail de fin d'études. Alors si quelqu'un veut mentir, si quelqu'un veut vendre un mensonge, il allait quand même mettre ça aussi là-bas. D'ailleurs, il allait favoriser ses oncles et mettre là-bas que voilà, mes oncles sont ici depuis le XVIe siècle. Mais il n'a jamais dit qu'ils étaient là depuis le XVIe siècle. Il a dit qu'ils sont là, ils sont venus pendant le règne de Rwabugiri, au XIXe siècle. Et ils sont arrivés dans les territoires qui appartenaient déjà aux autres peuples. Alors quand le Parlement rwandais veut réclamer Uvira, Fizi, Mwenga et une partie du Chaba, ça c'est de l'hégémonie pure et simple. Donc, chers députés, chers Tanzaniens, chers Sud-Africains, les déclarations qui ont été faites par vos responsables politiques ne sont pas vraies.
il n'a jamais existé une terre qui aurait appartenu au royaume du Rwanda, au sud du Bushi. C'est vrai, les Banyarwanda y étaient, mais c'était des sujets rwandais, puisque les rois et la terre étaient à l'extérieur du corridor ou des frontières de l'EIC. Et avant l'EIC, il existait des États indépendants avec des structures politiques bien précises et avec des frontières. Même dans les États primitifs, les gens pouvaient se déplacer. Les gens immigraient dans les États voisins. Mais les gens ne se déplaçaient pas avec les rois. Même quand un roi se déplace dans un État voisin, il devient, il est reçu par les rois du milieu. Les Banyarwanda étaient venus, ils ont été reçus par les Bafuliru, les rois Mukogabo, et quand nous allons voir ça, quand nous allons parler du modèle extérieur, ils ont été reçus par les rois Mukogabo. Comme tout roi responsable, les Banyarwanda devaient payer les taxes. Ils ont commencé à payer les taxes, mais après un temps, ils ont dit que non, c'était trop. Ils ont fui, ils sont partis dans la région de Luemba, dans la zone de Babembe. Quand Mukogabo est mort, ou quand il était relégué dans la province orientale, ils sont retournés. Alors, l'Ouest, des Persiens disent clairement que les Banyarwanda sont venus sur les territoires qui étaient déjà occupés. Et il n'y a aucun roi rwandais qui aurait occupé ou qui aurait annexé les Bouvira, les Bubembe ou les Burega. Il n'y a aucune étude, il n'y a aucune source. Les sources même Banyarwanda rwandaises qui existent, dont Alexis Kagame, l'historien rwandais, n'a jamais mentionné ces rois. D'où est-ce que le Parlement rwandais a trouvé ces archives? Où est-ce que Nyerere a trouvé ces archives? Où est-ce que le président Thabo Mbeki a trouvé ces archives? Alors, les Banyarwanda qui sont devenus des Congolais enseignent leurs enfants que voilà, nous sommes des Mulenge. Mais Mulenge a toujours existé. C'est une propriété de Bafuliru. Bijombo a toujours existé, c'est une propriété de Bafira. Minembwe, c'est une propriété de Babembe. Mais tous ces villages sont réclamés par les Banyarwanda que non, voilà, ce sont nos terroirs. Et ils veulent que ces gens-là se taisent, restent calmes, voilà, et clament que voilà, les Banyarwanda sont venus, venez réclamer ceci. Mais les gens ne peuvent pas se taire, ils doivent parler. Ils doivent enseigner leurs enfants comme les Banyarwanda enseignent leurs enfants. Et nous avons même vu que même dans l'étude rwandaise, dans les études qu'ils enseignent leurs enfants dans les écoles primaires et secondaires, ils enseignent qu'au moment, avant la colonisation, les gens étaient identifiés par l'appartenance à leur clan. Il n'y avait pas les histoires des Batusi et des Bahutus, ce sont des classes sociales, puisqu'il y avait des Bahutus, une personne qui était née dans la famille Tutsi, mais quand il était pauvre, si la personne était pauvre, il était considéré comme un Hutu. Et une personne Hutu qui avait des bétails ou des champs, des terres, était considérée comme un Tutsi. Donc ça dépendait du statut social de la personne. Et on vous catégorise. Et ces gens-là, quand ils sont catégorisés de cette façon-là, ils deviennent des proches du roi. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus. Maintenant, les Banyarwanda qui sont en République démocratique, ils veulent créer une autre tribu. Non seulement ils veulent créer, ils abandonnent la classe sociale aussi, ils veulent créer une autre tribu Mulenge, pour que dans les années qui viennent, dans 20 ans, 30 ans, leurs enfants vont réclamer que voilà, nos parents, nos grands-parents étaient ici, ils s'appelaient des gens de Mulenge, et c'est ça notre terre. Comme ils réclament aujourd'hui que toute la partie est-sud du Bushi, c'est une partie qui leur appartient. Voilà, mes chers amis, nous nous arrêtons ici. La prochaine fois, nous allons parler de deux autres aspects du modèle interne
nous allons citer George West, nous allons parler de lui, et nous allons aussi parler de la publication des projets Usalama dans le Nord Kivu. Alors, merci pour avoir pris votre temps et essayez de faire votre commentaire, essayez de partager et essayez aussi de souscrire à notre chaîne YouTube et nous pensons que nous pouvons continuer à nous éduquer sur l'histoire de la RDC, surtout l'histoire des indigènes congolais et surtout dans la partie Est par rapport aux doléances, par rapport aux réclamations des Banyarwanda qui sont venus du Rwanda maintenant qui vivent en RDC comme des Congolais. Il n'y a pas du mal qui sont appelés des Congolais d'origine rwandaise ou des Banyarwanda comme tribu, comme nous aussi nous sommes appelés des Bafuliru, nous sommes appelés des Babembe, des Barega, des Bashi, des Banande, des Bahavu. Il n'y a pas du mal. Comme aujourd'hui, ils sont ici, ils sont des Américains d'origine congolaise. Mais ils ne peuvent pas devenir des Apaches. Ils ne peuvent pas devenir des Miami. Ils ne peuvent pas devenir des indigènes. Alors, la prochaine fois. Merci.